Dans cette section, vous continuerez à étudier les relations entre le chi et le sang. Et cette fois, vous apprendrez que le sang est la mère du chi, car il enracine le chi dans le corps, et parce qu'il transporte le chi. Enfin, vous saurez pourquoi les relations harmonieuses entre le chi et le sang sont si importantes pour la santé et notre équilibre. Commençons le cours pour étudier le fait que le sang est la mère du chi. Le sang est considéré comme la mère du chi pour deux raisons très précises. Tout d'abord, parce que le sang a pour mission d'enraciner le chi dans le corps. Le chi appartient au yang, il n'a pas de forme. Sa tendance naturelle est de se volatiliser, de se disperser, de retourner au ciel. Pour rester dans l'organisme, il a besoin d'une contrepartie yin qui le fixe. Et c'est le sang qui permet cela. C'est ce que nous explique Tang Songhai. Tang Songhai, sous la dynastie Qing, nous dit « Dans le corps humain, le qi est yang, le sang est yin. Le yang sans yin n'est pas attaché. Le qi, en l'absence de sang, n'est pas retenu. » Selon un autre point de vue, il est possible de dire que, voici, que le sang est capable de transporter le qi. Nous avons donc une action mutuelle entre le qi et le sang au niveau du transport, qui est très bien exprimée à nouveau par Tang Songhai. Écoutez ce qu'il nous dit. Le voici. Ce qui transporte le qi, c'est le sang. Ce qui fait circuler le sang, c'est le qi. Alors un autre auteur du Xe siècle avait déjà expliqué ce principe. Le voici. Le sang s'écoule en s'appuyant sur le qi. Le qi s'écoule, ça veut dire le qi circule, en s'appuyant sur le qi, grâce au qi. Le qi s'active en s'appuyant sur le sang. Le qi et le sang s'appuient mutuellement et circulent. Alors, pour être plus juste, c'est le sang, le jing et les liquides qui enracinent le qi dans l'organisme. Quand le qi est dans les canaux, dans les vaisseaux, il est plutôt ancré dans le sang. Quand il est en dehors des canaux, il est fixé au liquide, comme par exemple le qi défensif est amarré au liquide subtil, ptin en surface de la peau, en surface du corps. En revanche, quand le qi est dans les organes, il est plutôt enraciné au sang, au jing et au liquide. Au niveau pathologique, une importante perte de sang entraîne un déracinement du qi. Il tend alors à flotter. Écoutez ce texte. Le voici. Le qi sans le sang ne peut pas être retenu. De plus, durant l'hémorragie, en cas de perte de sang importante, le qi va suivre le sang dans sa fuite, ce qui va l'affaiblir davantage. D'accord ? Et ça, c'est l'origine de l'adage traditionnel qui est très connu. Le qi suit l'échappement du sang. Alors, petite parenthèse, l'échappement du sang, tuo, correspond ici à une perte massive de sang. Ensuite, il faut se rappeler que le sang détient un rôle nutritif. Il enrichit les organes, leur permettant d'assumer correctement leurs fonctions. Alors, par exemple, le chapitre 10 du Sowen nous dit « Le foie reçoit le sang, alors on peut voir. » Or, les fonctions des tsangfu, des organes tsangfu, correspondent à leur qi. C'est pourquoi un vide de sang amène une diminution de l'activité fonctionnelle des organes. Puisque le sang véhicule le qi, tout au moins à l'intérieur des vaisseaux, et probablement en bonne partie aussi dans les organes, moins de sang signifie moins de qi transporté, moins de qi enraciné, donc moins de nutrition yin.
au niveau des organes, au niveau des tissus, au niveau des canaux. Quand je dis moins de nutrition yin, en fait c'est moins de nutrition yin par le sang et moins de nutrition yang par le qi. Si le sang n'enracine pas, ne transporte pas suffisamment le qi dans tout l'organisme. Dans ce cas, c'est surtout le qi nourricier, yin qi, circulant avec le sang, qui est plutôt concerné. Si le sang est en bon état, cela a un impact direct sur l'état du qi, comme nous l'indique d'ailleurs le maître Tang Tsong-rai à nouveau, qui nous dit, vous le voyez, le sang est abondant, alors le qi est équilibré. Nous avons étudié toutes les relations physiologiques entre le qi et le sang. Il est temps d'en tirer quelques conclusions. Cette association permanente, indispensable, fondamentale entre le qi et le sang est l'un des points d'appui de l'équilibre entre le yin et le yang. Le qi, yang, et le sang, yin, lorsqu'ils sont en harmonie, participent donc à maintenir la santé. Chacun d'eux représente une partie fondamentale de la bonne santé. Ils sont tous les deux importants. C'est ce que souhaite nous dire un célèbre médecin de la dynastie Qing qui est Xu Tanshu. Écoutez ce qu'il nous dit. Le voici. Il nous dit: le yang qi est le père, le yin sang est la mère. Quand qi et sang ne sont pas en harmonie, déséquilibrés, eh bien la maladie apparaît. Le chapitre 62 du Sowen est clair à ce sujet. Le sang et le qi ne sont pas harmonieux. Les 100 maladies sont par conséquent engendrées. Alors lorsqu'on parle de 100 maladies, c'est une expression chinoise, quand on dit 100 quelque chose. Par exemple, ici 100 maladies, ça veut dire un grand nombre, une grande quantité de maladies. En conclusion, et je vais donner la parole à deux grands médecins de la dynastie Qing, qui résument parfaitement, avec brio, la relation entre le qi et le sang. Le premier, c'est à nouveau notre grand Tang Tsong-rai, qui, je vous rappelle, est l'auteur du Xue Sheng Lun, qui est le traité des syndromes du sang, un grand texte important, même s'il est plutôt tardif, parce qu'il est sous la dynastie Qing. Il nous dit, écoutez, le qi est le commandant du sang. Le sang le suit, alors il est transporté. Le sang est le gardien du qi. Le qi l'obtient, alors il est paisible. Le qi est noué, alors le sang se fige. Le qi est vide, alors le sang est épuisé. Le qi est pressé, alors le sang s'échappe. Le sang est abondant, alors le qi est équilibré. Le qi est abondant, alors le sang circule. Voilà, je crois que c'est assez clair. Voyons un autre grand médecin, moins connu que Tang Tsong-rai, mais qui est intéressant et qui nous donne en tout cas, qui nous livre ici un enseignement sur les rapports qi et sang qui sont assez intéressants. Donc il s'agit de Wei Xianmang, qui est l'auteur du Yilun Sang Shoupian, qui est traité médical en 30 parties, et il nous dit: le qi est yang et le sang est yin. Le sang ne peut pas se produire seul, il dépend de la production du qi. Le qi ne peut pas être sans attache, il dépend de l'attache du sang. Le yang isolé ne peut pas croître, le yin seul ne peut pas se développer. Nous venons de présenter la dernière relation qui unit le qi et le sang, le fait que le sang est la mère du qi. Nous avons notamment appris les choses suivantes que je vous invite à retenir. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que, le voici, que le sang est la mère du qi. Nous avons appris également que le sang enracine le qi dans le corps. Pour rester dans l'organisme, le qi a besoin d'une contrepartie yin qui le fixe, c'est le sang, et c'est le sang qui permet cela. Le sang est capable de transporter le qi. Une importante perte de sang entraîne un déracinement du qi. Le qi suit l'échappement du sang. On continue.
Le sang favorise l'activité fonctionnelle des organes. Un vide de sang amène une diminution de l'activité fonctionnelle des organes. Le qi, yang, et le sang, yin, lorsqu'ils sont en harmonie, participent à l'équilibre général et donc au maintien de la santé. Quand qi et sang ne sont pas en harmonie, déséquilibre et maladie apparaissent. Voilà. Avec cette vidéo et les deux précédentes, nous avons étudié les relations entre le qi et le sang, qui n'ont plus de secret pour vous. Dans la prochaine section, nous aborderons les relations entre le qi et les liquides.